pensait retrouver sa mère biologique, elle a démantelé un réseau de trafic d'enfants. 10h12, Bruxelles, Belgique. Dans un petit appartement, Colline Fanon, jeune maman, entame une enquête bouleversante. Retrouver ses véritables origines. Née comme Mariela au Guatemala, elle a été adoptée en Belgique peu après sa naissance. Depuis toujours, elle croyait à une histoire simple, celle d'une enfant sauvée d'une vie difficile. Mais très vite, ses recherches font émerger des zones d'ombre, des documents trafiqués, des informations qui ne tiennent pas, des témoins qui se taisent. Poussée par l'instinct, elle découvre l'impensable. Au Guatemala, une organisation criminelle arrachait des enfants à leur famille pour les vendre en Europe. Un trafic d'enfants cachés sous couvert d'adoption officielle. Des centaines de vies volées, des millions d'euros générés. Pire encore, sa mère biologique la croyait morte depuis sa naissance. Comment un réseau aussi vaste a-t-il pu agir en toute impunité? Combien d'autres enfants ont été effacés sans laisser de traces? Qui, en Europe, a couvert ou ignoré ces crimes? Et surtout, Colline a-t-elle réussi à retrouver ses véritables parents? Vous saurez tout dans les moindres détails. Bienvenue dans StoryCube. J'ai disparu, j'avais 2 jours et j'étais adoptée, j'avais presque 1 an. Puis je me rends compte qu'il y a plein d'incohérences, il y a des dates qui sont pas ok, il y a des noms qui sont pas ok, des orthographes. Où évidemment on a découvert toutes les atrocités qu'il y avait avec. On nous a attachés avec des cordes à des lits et lui et sa famille étaient à la tête d'un réseau de trafic d'êtres humains, de bébés quoi. Bon à ce moment-là je me dis je plonge quoi, on verra bien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Mariela. Vous allez voir, elle a vécu quelque chose de traumatisant. En fait, à la naissance, elle a été victime d'un trafic d'êtres humains. Son histoire est dingue et aujourd'hui, elle a accepté de venir ici pour nous livrer son témoignage. Je suis née au Guatemala, donc en Amérique latine, puis j'ai été adoptée en Belgique, plus exactement dans les Ardennes. Donc là, j'ai grandi au sein d'une fratrie avec des parents super aimants, une super vie normale. Donc tu grandis normalement, tu te doutes de rien quoi, durant tes premières années. Comment ça se passe un peu ta vie là-bas? Oui, comme tout le monde, je vais à l'école, je prends des études en sortant des secondaires du coup. Ouais. Je prends une orientation plus dans le droit pénal. Et puis voilà, je travaille, je rencontre quelqu'un, j'ai des enfants. Tu te doutes de quelque chose durant tes premières années ou pas forcément? Non. Ça se passe comment, ce déclic ou ce moment où, à quel moment tu te dis « Ok, là, il y a peut-être un truc que je sais pas sur ma vie ». Plus à l'adolescence. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, tu essaies de regarder un peu à qui tu ressembles, etc. Et j'avais toujours ce vide, en fait, parce que j'avais personne physiquement à qui me rattacher. Tu sais que tu as été adoptée, évidemment. Oui, mes parents me l'ont toujours dit, ouais. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose de... À cette époque-là, encore rien. Encore rien, j'ai cherché un petit peu ma famille biologique quand j'avais 19 ans, et là, pareil, il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait rien, pour ainsi dire, donc j'ai grandi jusqu'à 31 ans. Donc, ça veut dire qu'à 19 ans, tu fais déjà une première recherche? Oui. Tu cherches quoi concrètement à ce moment-là? Un petit peu de réponse sur mon histoire, un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé, comprendre le pays, etc. Mais voilà, je voulais retrouver évidemment ma famille biologique, en l'occurrence ma mère, mais sans plus quoi. Donc tu fais quelques recherches et tu trouves rien sur tes origines ou sur... tu sais même pas comment s'appelait ta mère ou tes parents ou... Enfin tes parents biologiques? Ça j'avais l'information. Ok. Enfin en tout cas, ce qui était écrit dans le dossier, oui, je savais qui était... supposément ma mère biologique, oui. Le temps passe, tu m'as dit jusqu'à 31 ans, tu vis dans l'innocence, entre guillemets, en tout cas tu ne sais pas vraiment ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui se passe ensuite à 31 ans? J'ai ma petite fille qui à l'époque était toute blonde aux yeux bleus et qui était persuadée d'être une vraie indienne du Guatemala. Et j'ai dû lui expliquer en fait que je ne savais pas lui répondre, je ne pouvais pas lui expliquer ses origines. Et ça a un peu été l'électrochoc de se dire, je pense qu'il est temps de chercher. Tu commences à faire des recherches? Au départ, je prends mon dossier d'adoption et je commence un petit peu à traduire, à chercher, etc. Et puis je me rends compte qu'il y a plein d'incohérences, il y a des dates qui sont pas ok, il y a des noms qui sont pas ok, des orthographes. Quand tu dis qu'il y a des dates qui sont pas ok, c'est-à-dire genre... mon acte d'abandon a été fait avant mon acte de naissance. Donc ça m'a déjà mis la puce à l'oreille, je me suis dit il y a un problème. Et puis Google, j'ai commencé à taper les noms des personnes qui étaient mentionnées dans mon dossier, et puis là ça a été une partie de vérité en tout cas qui m'a explosé en plein visage. Qu'est-ce qui se passe du coup? Tu tapes le nom des personnes qui figurent dans le dossier et... Moi je les connais pas, mais en tapant le nom d'Ophélia Degamas, parce qu'on peut la mentionner, elle est aujourd'hui décédée, je tombe sur un article
en espagnol et en anglais, d'un journaliste franco-hondurien qui a enquêté sur le trafic d'êtres humains au Guatemala et qui la mentionne telle quelle comme une trafiquante d'enfants. Et moi, c'est la personne qui est mentionnée dans mon dossier non seulement comme étant le témoin de mon acte d'abandon, mais aussi la personne qui a reçu mes parents adoptifs au Guatemala au moment de mon adoption. Donc là, tu tapes le nom d'une des personnes qui figurent sur ton dossier, et en fait tu tombes sur un article qui mentionne ce même nom et qui parle de trafic d'enfants, quoi. Oui. Putain. Et tu penses à quoi à ce moment-là? Tu te dis quoi? Sincèrement, j'espère que je suis pas concernée. Enfin, je me suis dit, oh non, pas moi, quoi. Et il raconte quoi cet article? En gros, oui, c'est un journaliste d'investigation, donc il a clairement étudié la question. Il a un petit peu mentionné quelques ramifications. Qui était Ofelia de Gamas? C'est important de dire que c'était la belle-sœur du président en place, qui avait lui-même renversé l'ancien président, qui était un dictateur génocidaire, Efraín Ríos Montt. Donc... Tu continues un peu d'enquêter sur ce dossier? Tu trouves d'autres incohérences, d'autres trucs qui vont pas, qui sont un peu bizarres? Oui et non. Enfin, je veux dire, quand je lis l'article et que je compare avec mon dossier, il y a des similitudes, mais pas tout. Et puis, je me mets en contact avec ce journaliste aussi. Et il dit quoi? Enfin, il te répond déjà? Tout de suite. Ok. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il me réponde. Tu le contactes sur quoi? Je le contacte sur Messenger. Et ça se passe comment Enfin, déjà, toi, tu lui écris quoi comme message et il te répond quoi ensuite? Je lui écris que je viens de découvrir son article et que j'ai été adoptée du Guatemala, que je vis en Europe et que j'aimerais en savoir un petit peu plus, que c'est Ofelia de Gamas qui a fait mon adoption. Et là, du coup, il me répond très gentiment, je peux... Enfin, il s'est, oui, presque proposé de m'aider, en tout cas de me mettre en relation avec des personnes qui pourraient m'aider au Guatemala. En sachant qu'à l'époque, je parlais plus du tout espagnol, donc il a dû vraiment faire le lien entre nous. Lui, il a récupéré des infos d'ailleurs sur ce trafic. Oui, donc en gros, il dénonce une arrestation qui a eu lieu en 1981 de 7 femmes, avec une autre personne pour des enfants qui devaient être adoptés normalement au Canada. Mais cette femme a fait la majorité des adoptions vers l'Europe, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne aussi, et même la Suisse. Donc voilà. Même chez moi. Même chez toi. Et c'est quoi un peu le... Je me pose cette question, peut-être que tu as forcément la réponse à ce moment-là, mais ça se passe comment? Enfin, ils prennent des enfants, ils les revendent à des gens, ou secrètement, enfin, comment ça se passe concrètement? Sans parler de ton cas, toi, on en reviendra un peu après, mais... Je peux rapporter ça à un cas plus récent. Il y a un influenceur, il n'y a pas très longtemps, qui a fait un peu la une à scandale en parlant de ça, parce qu'il expliquait le changement de passeport, de prendre le passeport d'un autre enfant pour le donner à un autre enfant, pour des enfants de Madagascar. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc ils ont créé des identités, ils ont inventé des identités, donc ils ont pris des enfants, parce que le Guatemala est en conflit armé à ce moment-là, donc soit ils ont pris des enfants sur les zones de guerre, soit ils les ont volés dans la rue, dans les hôpitaux, ils ont fait des fausses déclarations de maltraitance et des placements d'enfants, puis en fait c'était pas des placements, c'était des mises à l'adoption à l'international, donc les parents perdaient la trace des enfants, mais il y a eu vraiment plusieurs époques, plusieurs étapes dans les adoptions au Guatemala, et ça passait par l'intermédiaire d'agences d'adoption ici, en Europe. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Ils font quoi du coup avec ces enfants? Ensuite, ils gagnent de l'argent en les redonnant à des agents d'adoption? Supposément, les parents payaient des frais de dossier, des frais de... Parfois, ils ont même menti. Ils ont dit que des enfants avaient besoin de... Je sais pas, je prends des exemples connus, qu'un enfant n'avait qu'un rein. Et donc, les parents, pendant tout le procès d'adoption, payent des soins médicaux pour un enfant supposément en insuffisance rénale. Et quand l'enfant arrive ici, tout va bien. Il a 2 reins, il va très bien. Donc, en fait, ils inventaient des frais. Ils grossissaient des frais d'adoption, quoi. Donc factuellement, ça veut dire que les agences d'adoption étaient aussi dans le coup. Enfin, comment est-ce que... Pas toutes. Certaines, oui, mais pas toutes. Ok. Pas toutes. Et puis les parents, ils ont fait confiance, quoi. Donc c'est vraiment une arnaque, finalement, qui est destinée aussi aux parents qui veulent adopter des enfants, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est du trafic. Donc, tu contactes cette personne qui a écrit cet article, il te répond, vous échangez rapidement, il dit qu'il va t'aider. Toi, tu ressens quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, je plonge, quoi. On verra. Ouais. On verra bien. Tu te sens comment? Tu te sens trahi, perdu, ou en colère ou... Plus perdu. Tu dis que tu as attendu d'avoir des éléments concrets avant d'en parler à tes parents adoptifs, du coup. C'est quoi ces éléments-là que tu as attendu d'avoir? Mes parents m'avaient toujours raconté qu'au Guatemala, Ofelia les avait emmenés dans la maison de son beau-frère. Ils les avaient emmenés à Antigua, donc qui est une superbe ville au Guatemala. Et ils m'avaient toujours raconté qu'ils avaient été boire un café chez son beau-frère. Et mon père avait dans ses souvenirs le souvenir justement d'un militaire retraité
en tenue militaire qui les avait accueillis. Quand j'ai découvert l'article, c'était pas... Oui, c'était son beau-frère, oui, c'était le militaire, mais c'était surtout l'ancien président. Et mes parents ne l'ont jamais su. Et donc, je suis revenue avec cette information plus de 30 ans après, en leur disant, voilà, est-ce que vous vous souvenez du vieux militaire à Antigua? Et ils m'ont dit oui, oui. Et donc là, j'aurais mis plusieurs photos de président en leur disant, est-ce que vous le reconnaissez dans ces photos? Et mon père m'a dit tout de suite, oui, c'est lui. Et je dis, voilà, en fait, c'était le beau-frère d'Ophélia, et lui et sa famille étaient à la tête d'un réseau de trafic d'êtres humains, de bébés, quoi, de bébés et d'enfants en bas âge. Et là, mes parents, ils ont commencé à comprendre qu'effectivement, ça sentait pas bon, quoi. Tes parents, ils se disent quoi à ce moment-là? À ce moment-là, ils vont m'aider, en fait. Tout de suite, ils m'ont dit, on va t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, c'est notre histoire, à tous. Ouais. Ils se sont trahis, peut-être qu'ils ont dépensé du coup peut-être beaucoup d'argent, on sait s'ils se sont aussi fait avoir du coup, j'imagine que oui, mais c'était quoi un peu les répercussions pour eux? Ma mère, plus de la tristesse. Au départ, elle n'avait pas encore évidemment l'histoire dans nos mains, donc ma mère au début aussi très inquiète pour moi, pour comment je me sentais par rapport à ça, comme toute maman je pense. Et mon père, il a fallu ressortir tous les dossiers, effectivement, tout ce qui avait été payé, à qui, où. Et ils trouvent des infos? Est-ce qu'ils trouvent les gens qui ont envoyé l'argent par exemple ou Oui, tout était répertorié, donc ça j'avais les traces des versements bancaires des années 80. Ouais, ça j'avais tout, heureusement. Et on sait à peu près combien ça représente d'argent qu'ils auraient pu, qu'ils ont envoyé à des gens qu'ils auraient pas dû, quoi, factuellement. Oui, en francs belges de l'époque, ça équivaut aujourd'hui plus ou moins entre 15 et 20 000 $. T'avais peur que ça change quelque chose entre toi et ta relation avec tes parents adoptifs à ce moment-là, quand même? Ouais, un petit peu. T'appréhendais Et finalement, d'ailleurs, ça s'est bien passé ou pas trop? Est-ce que ça a empiété sur votre relation ou pas? Non, ça s'est mieux passé que ce que j'aurais pu penser. Après, j'en profite, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir les parents que j'ai, donc vraiment, ils ont été là tout le temps. Je crois qu'après, tu continues à enquêter. Comment ça se passe, la suite? Donc, t'annonces à tes parents la nouvelle, ils commencent à chercher un peu les documents bancaires, etc. Toi, tu fais quoi ensuite de ton côté? C'est quoi un peu la suite de cette enquête que tu mènes? Je commence à rechercher les personnes qui portent le même nom, le même prénom que ma mère, et je trouve différents profils, et il y en a vraiment... Que ta mère biologique, non? Ouais, que ma mère biologique, ouais. Et il y en a vraiment un où là, je dis, ok, physiquement, on se ressemble très fort, et puis je regarde un petit peu, Comment tu trouves des photos des gens avec le nom et prénom? Je me suis toujours demandé. Est-ce que tu cherches sur Google Images ou J'ai fait Google, j'ai fait Facebook, ouais. Mais c'était plus Google, ouais, Google. Puis je scrolle son profil, et là, je vois qu'elle fait référence à la perte de son bébé tous les 7 novembre. Et donc, tous les 7 novembre, elle publie quelque chose en mémoire d'un enfant qu'elle a perdu. Ouais. Et tu te dis, en fait, cet enfant, c'est toi, quoi? Je suis pas certaine, mais dans mon dossier, au départ, dans les dossiers avant mon adoption, il était dit que j'étais née le 7 novembre. Il se passe quoi dans ta tête quand tu découvres ça? Ça va vite, hein. Ça va très vite. Je sais que c'est elle. Ça, c'est sûr, j'en suis intimement convaincue. J'ai vu les photos de ses enfants, donc fatalement mes frères et sœurs. On se ressemble tous énormément, donc voilà, c'est pas juste dans le cœur qu'on le sent, c'est vraiment ici au milieu. Et je sais que c'est elle, donc là, le tout c'est de se dire comment je vais faire pour la contacter. Et... Ouais, c'est ça. Puis à la barrière de la langue aussi, à l'époque, je parlais plus l'espagnol, donc... Ouais. Tu fais quoi, du coup, après ça? Je lui ai écrit à elle, mais elle voit pas mon message, donc ça c'était le 30 novembre 2017. Donc je lui envoie un messenger en lui expliquant que je veux surtout pas déranger sa vie, que je comprendrai, j'ai encore l'espoir que c'est une adoption normale, donc je lui dis je comprendrai qu'elle ne veuille pas en parler, que ses enfants, sa famille ne soient pas au courant, et que je veux être discrète, et vraiment je veux en bienveillance, quoi, vraiment. C'est ça. Je prends des... T'écris en anglais du coup ou t'écris en espagnol? Non, j'écris en espagnol, mais avec Google Translate. Okay. Et finalement, j'ai une amie qui parle espagnol qui a revu mon message avant que je l'envoie quand même. Ouais, et donc ça, je l'envoie, et puis elle le voit pas. Ok. Et donc là, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 12 jours. Et au bout de 12 jours, en fait, c'est insupportable parce que t'es suspendu, t'attends la moindre notification, la moindre réaction. Et puis j'avais peur qu'elle me bloque aussi, on sait jamais. Donc j'ai attendu, et puis au bout de 12 jours, je trouvais ça trop long. Et donc j'avais vu que sa fille aînée, sa plus grande, qui s'appelait aussi Lorena, parce que ma maman s'appelle Lorena, donc avait un profil, et elle était très 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 croyante.
Et je me suis dit, bon, bah, au nom de Dieu, peut-être que ça fonctionnera. Ouais. Et ça a fonctionné. Et donc, qu'est-ce que tu fais du coup à ce moment-là? C'est quoi le... Je lui écris et elle me répond. C'est dingue, t'as aussi enquêté sur du coup, tes potentielles sœurs, frères et sœurs, et tu tombes sur ce profil-là. Tu lui envoies un message, il se passe quoi? Elle me répond tout de suite. Ouais. Et elle me répond, elle m'écrit... Là, je suis plus brève, je dis juste que je suis à la recherche. Je sais évidemment que notre maman est dans ses contacts. Ouais. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu lui veux? J'ai pas d'argent. Et puis là, elle m'appelle. Un peu sur la défensive, quoi. Très. Ouais. Alors, il faut savoir, au Guatemala, il y a énormément d'extorsions. Ouais, c'est ça. Les maras, etc., la mafia, voilà, c'est quelque chose qui existe. Et donc, les enlèvements, tout le monde est très prudent, on fait attention, et encore maintenant. Ouais. Et donc, elle va me téléphoner. Sauf qu'évidemment, je comprends rien et j'arrive pas à m'exprimer convenablement. Donc, Ouais, parce que du coup, tu parles pas espagnol toujours. Et elle parle que espagnol, du coup, j'imagine. Quoi. Ouais. Et donc là, elle m'écrit texto, mais tu es qui? Et donc là, je lui dis, je suis née, je m'appelle Mariela, je suis née en 1986. Ma mère s'appelait Lorena, Et là, elle me répond, le coup de grâce, c'est impossible. Ma sœur Mariela, elle est morte à la naissance. Et je lui dis, non, non. Et donc là, je me dis, c'est qui tout double? Et entre-temps, je reçois un autre message qui était une autre de mes sœurs, supposément sœur, qui directement, très direct, me dit, mais quelles informations tu as? Et moi, je me dis, c'est qui tout double? Donc là, j'ai envoyé la copie de la carte d'identité de ma maman biologique. Et elle me dit, oui, c'est bien ma mère, c'est bien notre mère, mais certaines informations ne sont pas correctes. Et ça va vite en fait, ça a duré en tout et pour tout 17 minutes, mais c'est vraiment un enchaînement. Donc en 17 minutes, tu t'envoies un peu tous les documents que tu as en ta possession, t'envoies un peu toutes les infos, et pour qu'elles comprennent en fait, pour que tes sœurs du coup comprennent, c'est pas entre guillemets, c'est tes sœurs littéralement comprennent l'entourloupe quoi, ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé quoi. Mais elles comprennent pas tout de suite, et en fait elles vont contacter ma mère. Et c'est ma mère qui va comprendre à ce moment-là. Et donc, elles sont comment vis-à-vis de ça quand tu envoies ces messages? Assez interrogatif. La première comprend pas. La plus grande, elle comprend pas. La deuxième, elle me dit, mais pourquoi tu as une copie de la carte d'identité de ma mère, mais avec des informations fausses? C'est un peu en chaîne, en cascade. Et ça. Là, c'est ma mère qui va m'écrire, finalement. Quand tu dis elle t'écrit, ça veut dire qu'elle répond à ton message initial ou Ouais. Est-ce qu'on sait si du coup elle avait vu le message ou juste... Non, elle avait pas vu. Ou elle avait juste pas vu. Non. Elle m'écrit, bonjour mon amour, je crois que je suis ta maman. Crois-moi, mon cœur va s'arrêter, ils m'ont dit que tu étais morte. Toi tu lui réponds quoi? Maman. Mama en espagnol avec un petit cœur et juste ça. Douche froide, envie de vomir, tout. Je pense que je suis passée par toutes les émotions. Bien sûr. La sidération, vraiment, la sidération. Vous échangez d'autres messages après ça, j'imagine, mais c'est quoi un peu le... Le problème, c'est qu'elle m'appelle et que de l'autre côté, j'ai les messages de mes sœurs qui m'écrivent, ne lui réponds pas, elle est toute seule, quelqu'un va arriver chez elle, attends, parce que tout le monde commence à comprendre ce qui s'est passé. Donc, ils ont peur pour elle, évidemment. C'est ça. Et j'attends, mais finalement, c'est insupportable. En fait, elle m'appelle et elle croit que je ne veux pas lui répondre, donc j'appuie sur le verre et puis là, j'ai vu ma mère pour la première fois depuis 31 ans. T'as quel âge à ce moment-là? 31 ans. 31 ans, et tu découvres ta mère biologique pour la première fois? Oui. Ça se passe comment? Ça t'appelle en FaceTime avec elle? Magique. Douloureux, mais magique. Douloureux parce que elle, je le dis tout le temps, mais elle a eu un fantôme devant ses yeux. Elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde ce qui s'était passé. Et ce qui est fou, c'est que de tous mes frères et sœurs, je suis celle qui lui ressemble le plus. Alors que j'ai grandi à 10 000 km d'elle sans jamais avoir son modèle, finalement. Parce que, pour qu'on comprenne bien, elle pensait que tu étais morte. Oui. C'est l'histoire qu'on lui avait racontée. C'est ça, donc du coup, c'est quoi sa version à elle des événements, de ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce qu'elle a pu croire que tu étais morte? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait? Donc elle accouche à l'hôpital et puis je repars avec ma maman près de mes frères et sœurs parce que j'ai une grande sœur et un grand frère et j'avais énormément de fièvre, donc elle m'a représentée à l'hôpital où là on va lui dire que je dois être hospitalisée et elle aussi d'ailleurs. Et puis on va nous séparer et puis ma maman a une montée de lait. Et donc, elle demande pour qu'on lui présente son bébé pour me donner à manger. Comme toute femme qui a eu un enfant, ça fait mal, donc il faut aller vite. Et là, on va lui dire qu'il n'y a plus de bébé. Donc, on m'a transférée supposément dans un autre hôpital. Ma mère va venir me chercher.
Et, elle va pas trouver trace de moi. Enfin, à l'hôpital où elle arrive, on lui dit non, il n'y a jamais eu de Mariella qui a été admise ici. Donc, demi-tour, elle revient à l'hôpital où on était. Et là, il y a 2 personnes qui vont lui dire « On est désolé, madame, votre bébé est décédé. Et comme vous n'étiez pas là pour prendre acte de la mort de votre enfant, en fait, on a procédé à la mise de la dépouille dans une fosse commune sous X. » Voilà. What the fuck. Mais, enfin, j'ai trop de questions, désolé, mais du coup, ça veut dire que l'hôpital était de mèche avec le trafic d'enfants? Ça veut dire qu'il s'est fait aussi duper, ou c'est comment? Bah, supposément. Ouais, supposément. Donc, elle revient du coup à cet hôpital, on lui annonce que son bébé est mort et qu'elle pourra même pas voir le cadavre finalement de ce bébé. Non, elle a signé les documents de décès, oui, effectivement. Toi, t'apprends ça durant cet appel, ou t'apprends ça dans un deuxième temps, l'appel de FaceTime un peu, pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais elle, sa première préoccupation, c'est au départ, elle me dit dans quelle ville es-tu, parce qu'elle pensait que j'étais au Guatemala. Ouais. Je lui dis non. Donc il a fallu expliquer que j'avais été adoptée, que j'étais en Belgique. Expliquer aussi, là-bas, hormis Paris, elle connaît rien, donc elle expliquait que oui, c'est le pays à côté de la France et dans un demi-espagnol qui était vraiment très mauvais à l'époque. Bien sûr. Et oui, donc tout ça, et puis finalement, aussi de prendre le temps d'arrêter de pleurer, de pouvoir se regarder, de rencontrer mes frères et sœurs qui arrivent au compte-gouttes aussi, finalement, pendant cet appel. Ouais, c'est ça, ils arrivent derrière, du coup, dans l'appel. Ouais. Dont mon frère qui va calmer ma mère, parce que ma mère, au début, elle est complètement hystérique quand ça se passe. Comment il se termine, cet appel Il dure combien de temps, déjà, cet appel avec... Je sais plus exactement. Longtemps. Il y a eu plusieurs appels, en fait. Il y a eu cet appel-là, puis on s'est écrit, et puis on s'est rappelé. Enfin, pendant la nuit, oui, ça a duré... je pense que je suis allée dormir, parce que je devais me lever pour mes enfants, du coup. Ouais. Donc j'ai dormi 1 heure ou 2. Et de fil en aiguille, pendant les jours qui ont suivi, ça a été mes autres frères et sœurs, petit à petit, qui m'ont écrit. Et puis mon papa. Mon papa, qui était... Ma mère, de manière très naturelle, me dit « Ah, mais regarde dans mes amis Facebook, telle personne, c'est ton papa, en fait. » Ils étaient séparés, du coup Oui, ouais. Mais ils étaient toujours en contact. Tu reprends, du coup, contact avec ton papa, aussi, ou... Oui, au début, je lui dis « Qui va lui dire ?» Parce que mon père parle espagnol, mais il est américain, il vit à Los Angeles, donc elle me dit « Tu peux le faire, il parle anglais. » Oui, enfin, je suis pas très sûre, en fait, d'avoir envie de le faire comme ça, mais elle me dit « Je préfère que tu le fasses, plutôt que moi. » Et donc, là, je recommence écrire. Ouais, c'est ça. Ouais, à mon père et lui dire que je suis Mariella, parce que lui, au début, il n'a pas trop compris. Et puis, de nouveau, aussi un appel. Oui, c'est ça. Il te répond, du coup, quand tu lui envoies un message. Au début, je lui dis, je suis la fille de Lorena, et il pense que je suis une des autres filles. Il ne comprend pas, en fait. Il n'a pas capté. Et c'est au moment où il me dit bonsoir, et que je lui dis non, chez moi, c'était le matin. Avec le décalage horaire, qu'il a eu un doute, mais il a pas compris. Ouais. Et puis après, oui, quand on s'est appelé, je lui dis, non, je suis Mariella. Il disait tout le temps en anglais, you have my lips. You have my lips, you have my lips, and you are an angel in the sky. Enfin, j'étais sa petite fille qui était décédée. Et mon père, ça a été dur parce que j'ai vu un homme que je connaissais pas, mais que finalement, j'aimais quand même. Ouais, c'est ça. Et de le voir comme ça, avec autant de douleur, et pleurer, parce qu'il pleurait. Il a dû couper l'appel tellement il pleurait, donc même de le raconter, ça, je suis encore un peu émue. Ouais. Parce que lui, pareil, en fait, il pensait aussi que... Enfin, il avait la même version que ta mère biologique, quoi, finalement. Donc que t'étais morte à la naissance, quoi. Est-ce qu'après ces appels et cette prise de contact, tu décides de contacter les autorités, ou tu décides de mener une petite enquête, ou comment est-ce que... Enfin, est-ce qu'il y a une suite, en fait, à cette enquête? Oui, donc quand le moment où je retrouve le profil de ma mère et le moment où je la retrouve pour la première visio, j'avais eu contact avec les autorités belges. Donc j'avais déjà un rendez-vous pour être entendue qui était prévu en tant que témoin. Et puis finalement, j'y vais en tant que victime parce que j'ai l'histoire en main. Oui, il y avait une information judiciaire en cours, donc je me suis greffée. Et puis moi, je me suis constituée partie civile avec mes parents. C'est quoi concrètement pour ceux qui... Alors, partie civile, c'est devant un juge d'instruction. Donc, une instruction, c'est un petit peu différent de l'information. Donc, le juge a plus de a des compétences particulières, on va dire. Le fait aussi d'avoir accès au dossier, de pouvoir suivre l'enquête, qui est
on va dire, presque terminée. On est justement convoqué, on a été convoqué pour le règlement de procédure et il y a une audience le mois prochain pour les inculpations. Ça veut dire que tu as récupéré quand même un certain nombre d'informations sur ce trafic? Oui, on est beaucoup. On est beaucoup, c'est aussi un peu ce que je me répète à dire. Je ne suis pas du tout un cas isolé, chaque histoire est singulière, mais il y a eu différents trafics. Et dans le cadre de ce trafic en question, il y a différentes histoires. Et je pense que c'est important aussi de respecter chaque histoire. La police a fait son travail et donc voilà, maintenant l'enquête, il y a le secret de l'instruction. Il faut, je le répète aussi, respecter la présomption d'innocence. Voilà, maintenant c'est dans les mains de la justice et on attend un jugement et on attend que les personnes s'expliquent parce que pour l'instant elles sont toujours silencieuses. Donc, Est-ce que tu as pu apprendre un peu ou connaître le modèle opératoire de ces gens-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils font quoi, en fait, en général, concrètement? Les ramifications étaient partout. Donc il y avait ce qu'on appelle les jaladoras, donc c'est les femmes, les recruteuses de rue qui vont trouver des mères pauvres, qui vont trouver... elles croisent une situation dramatique et elles profitent de ça. Il y avait les mères prostituées, il y avait les mères blessées, il y avait les femmes de militants. Le conflit armé opposait évidemment le gouvernement aux populations indigènes, donc il y avait aussi toutes les populations indigènes. Et ta mère, elle entrait dans quelle catégorie de... Elle a accouché dans le mauvais hôpital, ouais. Parce que toi, du coup, vos théories, c'est plus ou moins que l'hôpital était carrément impliqué, en fait, dans... Totalement, on est plusieurs enfants à avoir disparu ce jour-là, donc oui. Et donc, le modèle est plus ou moins le même que tu as expliqué en début de vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont pris, du coup, toi quand t'étais bébé, quoi. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont revendu ensuite à une agence d'adoption ou... Moi, c'est un peu particulier parce que je suis restée encore presque un an au Guatemala, donc j'ai disparu, j'avais 2 jours. Et j'étais adoptée, j'avais presque 1 an. Et donc, je suis restée dans une pouponnière, ce qu'on appelle les casa cuna, donc une maison clandestine, qui, d'après ce que j'ai trouvé, se trouvait dans le sous-sol, dans une cave, où évidemment on a découvert toutes les atrocités qu'il y avait avec, notamment les soins qui n'étaient pas là. On nous a attachés avec des cordes à des lits, donc on a découvert des photos, on a découvert... Puis on a remonté la piste et on a vu que oui, il y avait aussi d'autres articles où elle a été arrêtée pendant tout le temps, en tout cas mon histoire, au moment où je suis au Guatemala, elle, Ophélia de Gamas, est de nouveau arrêtée donc en mars. Et on se rend compte qu'il y a toute une période où, oui, on a été secourus par la Croix-Rouge, la police est intervenue, puis on est retourné. Enfin, de toute façon, la corruption, elle est partout là-bas. Ouais, donc, Et donc, finalement, ça veut dire qu'ils placent dans une sorte de petite maison, dans un sous-sol là-bas avec d'autres bébés, j'imagine, pendant qu'ils trouvent un potentiel acheteur, en fait, de ces enfants. Oui, alors c'est ça qui est douloureux et difficile, c'est qu'en fait, eux, évidemment, ils ont besoin de proposer des enfants pour des parents qui sont dans l'impossibilité ou dans l'envie d'avoir un enfant, mais par le biais de l'adoption. À savoir que mes parents, moi, ont fait le choix de l'adoption, ils pouvaient avoir des enfants. Ça a été vraiment une décision même de ma mère adolescente, ma mère adoptive adolescente, dit moi, je veux adopter. Donc c'est son projet de vie, en fait. Ouais. Et donc, j'aime pas parler comme ça, mais c'est la vérité, c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a des pays, le Guatemala, mais d'autres, je pense à la Corée, il y a des pays qui ont vraiment été des importateurs de bébés, ouais, et où les trafics se sont infiltrés dans des mécanismes qui existaient, mais qui existaient pour permettre à des parents de devenir parents. Et finalement, ça s'est révélé parfois et souvent dans autre chose. Ouais. Et donc, tes parents, de manière complètement innocente, tes parents adoptifs de manière complètement innocente, ils arrivent là-bas, ils disent « Ah ok, on va adopter un enfant et ils te ramènent ensuite en Belgique, quoi. » Ils sont passés par une agence d'adoption belge. Et c'est l'agence qui a, entre guillemets, géré. Et mes parents ont fait le voyage pour venir me récupérer au Guatemala. Ouais. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que aujourd'hui ce trafic a été interpellé? Est-ce qu'ils sont toujours en activité ou est-ce que entre-temps... Alors les adoptions au Guatemala sont plus possibles depuis 2007. Okay. Ça a été complètement arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que c'était impossible. Ouais. Donc on parle quand même de 35 000, 40 000 enfants qui ont été adoptés. Et dans toutes ces adoptions, durant le conflit armé, il y a eu entre 5 à 8 000 enfants disparus. Et donc là, encore aujourd'hui, il y a un travail de médecine légale qui est fait, d'aller récupérer l'ADN dans les fosses, de comparer, etc. Donc
Il y a un devoir de mémoire aussi, indépendamment de l'adoption qui est fait. Donc, il n'y a plus d'adoption en international, il y a des adoptions en interne. Mais au Guatemala, il y a des enfants qui disparaissent toutes les semaines. Donc, pour qui, pourquoi? Particulièrement cette organisation-là, du coup, avec cette personne en question, aujourd'hui, elle n'exerce plus, quoi. Ou en tout cas, elle a été arrêtée. Officiellement, là, officiellement, ce qu'on nous dit, c'est possible qu'elle soit toujours vivante, puisqu'au Guatemala, tout est possible. Mais officiellement, elle est morte. Les personnes avec qui elle a été arrêtée, eux, ne le sont pas. Pas tous, en tout cas. Il y en a d'ailleurs un qui est un éminent membre des Nations Unies, actuellement, en 2025. Comment ça se passe un peu après que tu aies pris contact avec tes parents? Est-ce que tu décides d'aller les voir là-bas sur place ou c'est quoi un peu la suite? Ça a été compliqué de vivre ces deux vies-là avec un décalage horaire important aussi. Donc les jours sont inversés, les nuits sont les jours sont les nuits. Et j'avais mon petit garçon qui était tout bébé à l'époque. J'avais besoin de partir. J'avais besoin d'aller la retrouver. Tes parents biologiques, ils apprennent en fait qu'ils sont aussi... qu'ils ont aussi des petits-enfants, et c'est ça. Ouais. Et au début, c'est assez drôle parce qu'eux ont directement cette notion familiale de dire nos petits-enfants, que moi, finalement, il n'y a pas encore ce lien qui s'est créé là, etc., même si on a le même sang. Mais, et puis, je pars en janvier. 1 mois et demi plus tard, je suis partie et là, je vais retrouver en fait ma mère au Guatemala. Ouais. Et comment ça se passe, ces retrouvailles? C'est merveilleux. Donc en fait, ma mère est venue à l'aéroport avec tous mes frères et sœurs. Et elle avait déjà fait le voyage parce qu'elle habite pas du tout à la capitale, donc elle avait fait le voyage depuis la côte pacifique. Et quand je suis arrivée, c'était magique, vraiment magique. Elle découvre sa fille perdue depuis 31 ans, quoi. Ouais. Et toi, tu découvres ta mère biologique depuis le début, quoi. Oui, étonnamment, c'est vraiment particulier parce que c'est quelqu'un, en plus on se ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau. C'est vraiment son odeur, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, jamais, jamais. Son odeur et puis même ses larmes, c'est toujours le sentiment quand j'y repense, c'est vraiment, je sens ses larmes qui coulent, ça j'oublierai jamais de ma vie. Et son odeur, quoi, elle sentait mais super bon. Vous vous dites quoi quand vous voyez comme ça? Vous vous dites un truc déjà? Moi je pleure, j'arrive pas à parler. Et elle oui, elle me dit tout le temps... Enfin, directement, c'est mon bébé, alors que je suis plus un bébé. Ouais, bien sûr. C'est mon bébé, et je t'aime. Elle me le dit tout de suite, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que ça se passe comment ces jours? Vous passez quelques jours ensemble? On reste 11 jours H24 ensemble, ouais. Donc on repart dans sa maison. La vie de mes frères et sœurs reprend parce qu'ils ils doivent travailler, les enfants à école, etc. Mais moi, je reste H24 avec elle. Il faut quand même savoir que mon papa est au Guatemala, avait fait le voyage depuis les États-Unis. Mais mes parents, mon père s'est remarié, ne se voit plus. Donc je voulais pas me séparer de ma mère. Et pour mon père, il n'était pas envisageable, malgré les circonstances, que ma mère revienne dans sa famille. Donc j'ai dit, je reste avec ma maman. Désolée. Et on partait le même jour. Donc on devait se voir à l'aéroport et finalement on s'est raté de quelques minutes. C'est une question bête, mais tes parents adoptifs, quand ils apprennent du coup que tu vas voir ta famille biologique, est-ce qu'ils disent un truc ou ils sont en mode trop bien? C'est quoi un peu leur POV sur... Mes parents, ça a été merveilleux. En fait, ils m'ont fait un cadeau, à savoir qu'ils m'ont offert mon voyage pour repartir. Et ils ont gardé mes enfants. Voilà. Donc c'était leur manière à eux de mettre la petite tape dans le dos et de me dire vas-y, même si j'étais morte de peur et... J'étais rassurée parce qu'eux étaient là aussi, de l'autre côté, quoi. Donc ils étaient complètement avec toi, en fait, durant tout le processus, quoi. Et depuis, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je crois que t'as 2 prénoms, enfin t'as 2 noms de famille, pardon. Oui, j'ai 2 prénoms, enfin j'ai 2 identités, en fait, différentes, avec des dates de naissance différentes, des prénoms, des noms de famille. Donc d'un côté, c'est Cifuentes Rodriguez, de l'autre côté, c'est Fanon, enfin... Voilà, je compose et je compile avec tout ça. C'est pas facile tous les jours. On vit comment du coup? Est-ce que tu as gardé un des 2 prénoms? Tu gardes les 2 ou c'est comment En fonction du pays où je suis, j'ai 2 identités différentes, donc pour l'instant. On verra plus tard, mais surtout que là-bas, officiellement, je n'ai pas quitté le pays, donc j'ai jamais été adoptée. Officiellement, je peux aller comme à l'état civil, rechercher mon passeport, ma carte d'identité, comme Mariella, sans problème. Parce que du coup,
Est-ce que les autorités ont compris que t'étais pas décédé du coup? Ou comment est-ce que finalement, là-bas, t'es encore techniquement en vie, vu que t'étais censé être... Oui, ça a été enregistré au niveau de l'hôpital, mais pas au niveau du registre d'état civil. Ok, ouais. Donc en fait, ils faisaient ça tellement souvent qu'ils n'auraient même pas les papiers ensuite plus haut, ou bien c'était même pas pour pas... Il y avait pas de... À l'époque, il n'y avait même pas d'informatisation de l'info, etc. Donc non, ça a été fait, c'était super grossier, parce que maintenant, avec tout ce qu'on sait, j'ai rencontré d'autres personnes adoptées qui sont nées plus ou moins à la même période, dont une Allemande, qui, elle, a exactement le même dossier d'adoption, les mêmes avocats, les mêmes intervenants et les mêmes tâches de café au même endroit. Donc, en fait, ça a été grossièrement, ils ont juste changé les noms. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y a rien d'enregistré, c'est des feuilles volantes, en fait. Quand tu dis les mêmes tâches de café au même endroit, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y avait une pile de dossiers, ils ont renversé du café dessus et t'avais vraiment... ils ont signé les trucs en 2 secondes, ils ont envoyé... Je pense pas, je pense qu'ils ont juste pris un dossier blanco, et dessus il y avait des tâches de café à certaines pages, et on se retrouve avec être plusieurs à avoir les mêmes tâches de café sur ces mêmes numéros de pages. Donc je pense qu'ils ont pris un dossier vierge, et puis ils ont inventé chaque fois des adoptions. Pour en revenir du coup aujourd'hui, tu as encore des relations avec tes 2 familles du coup et ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. Je pars plus ou moins entre 2 à 3 fois par an voir ma mère. On se parle tous les jours, mon père aussi. On est fort proches dans le sens où on a envie d'être ensemble, mais on reste quand même séparés malgré tout, et c'est pas facile, mais on avance. Tu parlais au début que le déclic, c'était un petit peu ta fille du coup qui connaissait pas vraiment, à qui tu pouvais pas raconter tes origines. T'as pu le faire du coup entre-temps, et ça s'est passé comment Mes enfants, avec l'innocence d'un enfant. Voilà, on a des grands-parents en plus. En gros, ça a été, chouette. Ma fille qui est un peu plus grande maintenant, elle a 12 ans, et elle me dit mais quand je serai plus grande, je vais aller aux États-Unis chez mon grand-père, apprendre l'anglais à Los Angeles. Enfin, elle voit le positif, et c'est ce qu'il faut. Bien sûr. C'est très bien, et je leur ai pas expliqué toute l'histoire non plus. Oui, c'est trop compliqué. Du coup, je disais, t'as écrit un livre, du coup, sur ton histoire. Maman, je ne suis pas morte. C'est ça, le titre est dingue. L'incroyable destin de Colline, kidnappée à la naissance. Tu racontes quoi dans ce livre? Tu racontes tous les détails, tout... Oui et non. Je raconte surtout... j'avais envie non seulement de laisser un héritage à mes enfants, et rendre hommage à mes parents, à mes 4 parents. Et puis, c'était un peu mon cri du cœur, quoi. Donc, j'avais envie d'expliquer un peu l'envers du décor. On dit toujours l'adoption c'est merveilleux. Bon, oui, c'est merveilleux, mais il y a plein d'autres choses à côté qui ne le sont pas. Et à côté de ça, adoption versus trafic d'êtres humains, j'avais vraiment l'impression que j'avais l'intention que la personne qui allait lire puisse se mettre... C'est comme s'il le vivait à côté. On vit ça ensemble, et on va, au fil des pages, le vivre comme moi je l'ai vécu, finalement, comme des centaines de victimes, des milliers de victimes le vivent en retrouvant leurs origines. Tu nous as raconté que ton livre allait peut-être être adapté en film. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Est-ce que c'est positif pour toi? La vie est un peu folle. Donc tout est arrivé un peu en même temps. Et j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Sylvain Goldberg, qui travaille avec des associés producteurs français. Et donc on a effectivement une personne du Guatemala qui a travaillé sur le script. Donc le livre est en cours d'adaptation, effectivement, au cinéma. Il y a eu une rencontre à un moment donné entre... tes parents adoptifs et tes parents finalement biologiques, ou pas forcément Oui, il y en a eu une, très vite d'ailleurs, virtuelle en tout cas. Donc ma maman adoptive a parlé avec mon papa biologique, et mon papa adoptif a parlé avec ma maman. Mais père, mère, c'est pas encore. Ok, ouais. C'était... on va dire qu'il y a un souhait des 2 côtés. Mais c'est toujours compliqué. Oui, bien sûr. Parce que d'un côté comme de l'autre, c'est toujours ma fille. C'est compliqué. Enfin, émotionnellement, j'ai pas. Je crois que j'ai toujours voulu préserver un peu tout le monde. Et le fait de dire que, en fait, s'ils sont tous ensemble, ou c'est moi qui vais me retrouver émotionnellement pas ok avec tout ça. Donc je dis que je le ferai sûrement. Je prendrai le temps de le faire, mais quand ce sera le bon moment. Je reviens juste rapidement sur ton livre. Du coup, en fait, on découvre ton histoire, mais de ta POV, finalement, comme si tu étais avec l'autre, comme si tu étais avec le lecteur, et tu l'accompagnes en fait dans ton histoire. On te suit sur combien de temps
part du début, donc il y a une ligne du temps assez grande, mais qui est très brève sur certains, enfin très coupée sur certains moments. Et puis aussi, au-delà de ça, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi toute une cause derrière, il y a vraiment un combat national, international. J'ai eu l'honneur d'aller devant les Nations Unies pour en parler, etc., etc. Donc on va devant les gouvernements. Donc il y a vraiment cette lutte derrière, donc des histoires, il y a cette forme de résilience. Et puis il y a une lutte, tout pays confondu, les gouvernements, que ce soit en France. La Suisse est un des pays pilotes vraiment qui reconnaît qu'il y a eu effectivement des trafics. France-Belgique, on y travaille. La Belgique, on a bien avancé, mais il faut que ça change. Non seulement il ne faut plus que ça arrive, mais il faut aussi qu'il y ait un devoir de mémoire qui soit fait pour aider les victimes. Il y a des gens qui n'ont pas encore retrouvé leur famille. Si aujourd'hui, tu avais peut-être un message à faire passer aux gens qui découvraient un peu ton histoire ou ce que tu as vécu? J'aurais juste envie de leur dire d'être bienveillants, parce qu'une personne adoptée, elle arrive avec un bagage qu'elle n'a pas choisi. Et c'est pas toujours facile. Un bête exemple, et c'est plus un message de conclusion, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le médical ont cette fâcheuse habitude et c'est normal, à poser cette question. Ah oui, mais vos antécédents familiaux, on ne sait pas en fait. Et donc de ne pas être dans le jugement, d'être vraiment dans la bienveillance et oui, en 2025, il y a énormément de personnes qui savent rien sur leur histoire et donc de respecter ça. Écoute, Mariella, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était hyper touchant, c'est assez fou. Il y a plein d'étapes où je me dis que ça va s'arrêter là et en fait ça continue, il y a des nouvelles choses. C'était fou. Merci beaucoup. Merci à toi. Évidemment, vous pouvez retrouver son livre en première ligne de description et je vous rappelle que pour regarder d'autres épisodes, il y a un petit écran qui s'affiche maintenant. Vous pouvez appuyer dessus et continuer à passer la soirée avec moi. C'était Noah pour StoryCube et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.